savait pas encore qu'ils allaient nous emmener dans les jungles, dans les forêts, qu'ils allaient nous affamer. On ne savait pas. Parce que dès le début, on avait vraiment une confiance absolue en l'arrivée même avant, des Khmers rouges et des Sihanouk. Deux facteurs qui se conjuguent. Les Khmers rouges, c'est les jeunes, les étudiants, la population des héritiers pauvres, etc. Sihanouk, c'est toute la classe dirigeante, les intellectuels, les fonctionnaires, les bons, etc. Les deux conjugués ont fait que dès le début, cette vague d'enthousiasme, d'espoir et tout, a supprimé toute forme de suspicion, à plus forte raison de résistance. Et quand ils ont massacré, tué, tout, c'est la panique, c'est la débâcle, il n'y a plus de possibilité de résistance. Le 17 avril 1975, Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges. À partir de ce jour, s'ouvrent 4 années d'un génocide qui élimine plus de 2 millions de Cambodgiens dans un pays qui comptait 7 à 8 millions d'habitants. Des hommes, des femmes et même des enfants qui ne savent pourquoi ils doivent mourir. L'envoi d'une population citadine à la campagne, ça rappelait quand même fâcheusement la révolution culturelle avec l'envoi des élites dans les villages. La caution, je dirais, de Sihanouk entretient l'illusion qu'il y a un changement de régime, pas un changement de civilisation, quoi. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles la bande à Pol Pot et autres a installé Sihanouk à Phnom Penh, alors que Phnom Penh était vide de ses habitants. Il y avait quand même un palais avec Sihanouk. Sous le fallacieux prétexte d'un imminent bombardement américain, les Khmers rouges réussissent en 24 heures à vider Phnom Penh de son entière population, soit 2 millions d'habitants jetés sur les routes torrides de ce mois d'avril 1975. Les malades sont expulsés des hôpitaux, les vieux sont poussés sans ménagement, beaucoup succombent en chemin. Cet exode forcé est le premier acte criminel de leur macabre objectif de transformer le pays en une coopérative agricole ultra-maoïste. On était tous assis par terre, avec les enfants sur les genoux ou à côté. On était assis par terre. Il n'y avait pas de siège, c'était des wagons à bestiaux. Mais ça, l'image qui me revenait, c'était l'image des trains qui transportaient les Juifs vers les camps de la mort. On était dans les mêmes conditions. Une fois au pouvoir, les Occidentaux expulsés, les Khmers rouges planifient une nouvelle société dans laquelle le peuple ancien, plutôt rural, doit rééduquer ce peuple nouveau que sont les 17 avril. Ces citadins corrompus que sont principalement, selon eux, les bourgeois, les cadres et surtout les intellectuels. Mais parler une langue étrangère ou bien même simplement porter des lunettes vous condamne à la rééducation par le travail forcé, c'est-à-dire directement à la mort. Conformément à la plus sévère idéologie communiste, la propriété privée est abolie, la monnaie et les livres sont brûlés, les religions sont interdites. La notion de famille est détruite. Les exemples sont nombreux à corroborer la dislocation de la société civile, commerciale et industrielle, voulue par ces monstres galvanisés par leur victoire, acquise 15 jours avant les communistes vietnamiens sur les USA à Saigon. Alors, ces Khmers rouges, en tant qu'intellectuels khmers, ont été formés, comme tous les jeunes, par l'école française, où un classique qui était enseigné aux jeunes Khmers était Rousseau et le bon sauvage. L'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. Ensuite, ils ont été à Paris, ils ont eu un petit, disons, vernis de marxisme. Ça n'a pas été très profond, il n'y en a presque aucun qui a lu le Capital
ou le manifeste du Parti communiste, c'était un marxisme dans les années de la décolonisation. C'était des nationalistes plus que des communistes marxistes, bien que, même si j'étais affilié au Parti communiste français. Ils ont été en Yougoslavie, ils ont été à Berlin, travailler dans des groupes de jeunesse. Ensuite, ils sont venus ici au Cambodge, vers les années 50-54, et ils ont été des professeurs remarquables. Pol Pot était un passionné de Verlaine et tout le monde l'admirait, de même Ieng Sary. Ieng Sary, c'était la crème des hommes qui donnait des cours gratuitement aux plus pauvres. Khieu Samphan, qui est revenu plus tard, était monsieur propre. Ils avaient un idéal. En 1954, au moment des accords de Genève, après Dien Bien Phu, quand la France tire un trait sur le Vietnam, la souveraineté du Cambodge est réaffirmée. Mais elle n'avait jamais été vraiment atteinte. Enfin, le conflit n'avait pas été virulent du tout au Cambodge. Ce n'est que pendant la guerre américaine, alors, au Vietnam, que la piste de Ho Chi Minh passant au Cambodge, les Américains, donc 10 ans après, vont commencer à intervenir et bombarderont ensuite une partie du Cambodge pour détruire les voies d'approvisionnement du Nord Vietnam. Entre 70 et 75, et une guerre alors, assez dure aussi, hein, entre les partisans de Lon Nol et du Sud-Vietnam, et puis une coalition d'opposants, enfin opposants, c'est un mot que je ne peux pas employer parce qu'il ne s'agit pas d'une opposition parlementaire, c'est une espèce de mélange d'intérêts, de bandes. Il y a Sihanouk, mais il y a aussi les Khmers rouges à proprement parler. Se dit au passage, le mot Khmer rouge a été inventé par Sihanouk, qu'il a utilisé pour la première fois. C'est pas du tout amical dans sa bouche. Hein. Le Khmer rouge, bon, c'est des Khmers, certes, mais enfin, c'est aussi des excités. Alors en 62, Sihanouk en a tué des milliers de Khmers rouges. C'était des jeunes nationalistes avec lesquels il n'a pas voulu partager le pouvoir. Il chassait les Khmers rouges, il les empêchait d'exister. Et donc ces Khmers rouges-là se sont enfuis dans le Maquisard, se font aider du coup par les Vietnamiens du Nord, communistes, soutenus par la Russie. Et donc, on adhérait plus. Donc, du coup, il y a une partie des Khmers rouges pro-vietnamiens et plus tard, les Khmers rouges pro-maoïstes, pro-chinois. En résumé, la tragédie cambodgienne est liée à la guerre froide de l'époque entre bloc Est-Ouest et puis, en plus, à la rivalité entre les maoïstes, communistes maoïstes et communistes russes. Enfin vietnamiens pro-russes. Le prince Sihanouk, qui a été déposé par le général Lon Nol, soutenu par les Américains en 1970, au mois de mars, début mars 70, pour essayer de revenir au pouvoir, n'a pas pu faire autrement que de se rallier aux Khmers rouges. Et là, Ieng Sary le dit, ils ont carrément eu une illumination, genre illumination bouddhique, en disant là, on a dû réapprendre tout ce qu'on avait appris à Paris. C'est-à-dire, ils avaient l'exemple d'une communauté communiste sans marxisme. Une communauté communiste dans laquelle tout était en commun, qui ne vivait que de cueillette, où il y avait une morale extrêmement rigide, et c'est ce qu'ils ont voulu ensuite appliquer à l'ensemble du pays. Les Khmers rouges ont voulu réaliser une société monacale. Pignataï fait très bien remarquer cela. Une société monacale, bouddhiste, dans laquelle tout instinct de possession, la possession sexuelle y compris, est anéanti.
Et là, ils ont élaboré une idéologie complètement utopique et démente. L'Ankar, c'est l'organisation du Parti communiste du Kampuchéa qui traque insidieusement, au nom de sa notion du progrès, toutes celles et tous ceux qui peuvent apparaître suspects d'opposition à la révolution, que celle-ci soit avérée ou non. Le Kampuchéa démocratique ferme ses frontières, sauf à quelques cadres chinois. Personne n'est autorisé à pénétrer dans cet immense camp de concentration à ciel ouvert. Le régime génocidaire peut donc tuer à loisir le peuple khmer sans aucune retenue. La terre du Cambodge absorbe en 4 années la sueur et le sang de plusieurs millions d'innocents de tous âges qui vivent ou meurent dans d'atroces souffrances physiques et morales. Il y a beaucoup de confusion encore. J'ai encore lu sur le net, on parle de la période des Khmers rouges en mentionnant simplement des Khmers. Mais non, les Cambodgiens sont des Khmers. Et les Khmers rouges, ce sont des responsables, des assassins durant les 4 ans, en 75-79. Ce sont des Khmers de révolution, révolutionnaires, qui a copié au pied de la lettre la révolution culturelle chinoise. Donc en fait, qui a appliqué l'idéologie maoïste au Cambodge. Alors là, les Khmers rouges ont fait une analyse des classes qui, je crois, dépend des Chinois. Vous avez les féodaux, les féodaux, ensuite les moulatons, les capitalistes, et puis ensuite les paysans riches, puis les paysans moyens, puis les paysans pauvres de couche moyenne supérieure, les paysans pauvres de couche moyenne inférieure. Bon, c'est un charabia, mais c'est peut-être pour justifier la révolution. C'est la vengeance des classes même, je dis. C'est même pas la lutte des classes, c'est pas assez fort. La vengeance. Donc les paysans contre l'élite, la bourgeoisie, les commerçants, les citadins, tout simplement. En fait, c'est la campagne contre la ville, en gros. Donc, mais n'empêche que c'est la lutte des classes, c'est-à-dire les pauvres contre les riches. Il est paru un ordre Komtek Vana, c'est-à-dire écraser la classe, c'est-à-dire écraser les classes sociales pour ne faire rester que la classe des paysans de couche moyenne inférieure. Alors, difficile à comprendre, moi je ne sais pas trop ce que c'est que les paysans pauvres de couche moyenne inférieure. On a essayé de me l'expliquer, mais ça ne m'a pas convaincu. Alors, dans certains secteurs, ça a été dire forcer les féodaux, les riches, les instituteurs, les gens un peu aisés à vivre comme les paysans de couche moyenne inférieure. Et dans d'autres secteurs, alors là, on a supprimé carrément tous ceux qui n'étaient pas de cette couche des paysans de couche moyenne inférieure. Donc vous voyez un même ordre interprété diamétralement opposé. Et ça tient au côté oral de la civilisation khmer. La première semaine, quand ils ont commencé par dire « Aujourd'hui, vous êtes nos prisonniers de guerre. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de médecins, on n'a plus besoin vous n'aurez plus besoin d'aller à l'université. Vos enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école. La campagne, la forêt seront les écoles pour vos enfants. On ne peut pas vous tuer d'une balle dans la tête. Ça, je ne l'oublierai jamais. Il nous le disait textuellement. On ne peut pas vous tuer d'une balle dans la tête. La balle nous coûterait trop cher. Donc, on va vous tuer d'une autre façon. Par le travail, par la famine, les maladies. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils nous ont tués petit à petit feu, tout en ayant les mains propres, entre guillemets. Tout comme un chomneng, des circonvolutions, à le garder en vie, nul profit, à le faire disparaître, nulle perte. Alors ça, c'est des slogans khmer rouges que tout le monde apprenait.
La violente doctrine de l'Ankar, dont le frère numéro 1 est Pol Pot, devient immédiatement une véritable machine à torturer et à tuer. Des centres d'interrogatoire comme S21 à Phnom Penh font le sale boulot. Il faut obtenir les aveux, même les plus fous, comme ceux de ce très jeune enfant accusé d'être un agent de la CIA. Comble d'une malsaine morbidité, les Khmers rouges photographient leurs victimes avant de les tuer. L'horreur absolue. Ça veut dire quelque chose de très fort, c'est-à-dire que le sujet ne compte pas, n'est plus dans le registre de l'humanité et fait que d'une certaine manière, on peut le faire disparaître sans même ressentir le sentiment qu'on a tué quelqu'un. Et c'est ça le processus d'extermination. Faire en sorte que les gens rentrent à un moment dans le processus et sortent pour les bourreaux presque plus comme des êtres humains, ce qui fait que le coup fatal est quasiment facile. Ça ne veut pas dire, et ça c'est très important, que les bourreaux prennent plaisir à tuer. D'ailleurs, si les bourreaux prenaient plaisir à tuer, à ce moment-là, on serait dans une situation où on pourrait se dire, voilà, c'est probablement pas un processus d'extermination, un génocide, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, si vous voulez. Mais ce qu'il faut pouvoir montrer, et que j'essaye de montrer dans mes travaux, c'est que même les bourreaux n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, et pourtant ils le faisaient. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour les Khmers rouges, les petits cadres comme pour les chefs, il était normal que ces gens disparaissent. Sous le prétexte d'établir une nouvelle société complètement pure, exempte de toute corruption, de tout mélange pur, voilà, le mot pur avec le grand P pour eux, ben, il fallait éliminer... Par pure aberration idéologique, vouloir décimer des classes sociales entières, pour moi, c'est du domaine de l'incompréhensible, de la même façon qu'on a du mal quand même à concevoir qu'un peuple civilisé comme les Allemands a pu vouloir éradiquer les Juifs d'Europe. Jamais les Chinois sont allés aussi loin que les Khmers. Et les Khmers rouges se prétendaient les meilleurs communistes du monde, qui avaient été le plus rapides. Et cette mégalomanie est une folie. Pour moi, la chose la plus épouvantable qui soit produite et qui atteste, contrairement à ce que certains peuvent dire, mais qui atteste résolument pour moi qu'il s'agit d'un génocide, ça a été la volonté de sortir les gens qui allaient être tués de l'espèce humaine. On est arrivé à l'état de bête.
complètement déshumanisés. On n'avait plus rien, plus d'orgueil, plus d'amour propre. On était devenus des animaux, quoi. Qu'ont fait les Khmers rouges? Je ne parle pas de S21, je ne parle pas des centres de détention qui étaient aussi des centres d'extermination. Je parle des 2 millions de personnes qui sont mortes dans les rizières, dans les forêts, qui ont été exécutées sommairement, qui sont morts de famine. Une des caractéristiques de ce génocide, c'est que les morts et les vivants ont toujours été mélangés les uns aux autres. Ils ont utilisé les cadavres pour leur dire « vous allez vivre avec, vous allez ramper avec ». Pourquoi? Parce que vous êtes la même chose qu'eux. Vous voyez ces cadavres qui sont dans les rizières, ce qu'on prend pour vous pour nourrir la terre, on dit que les corps deviennent de l'engrais. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous terroriser et vous amadouer, c'est simplement pour vous dire vous êtes la même chose. Et ça, pour moi, aussi horrible que ça soit, alors j'en parle peut-être comme ça, alors que c'est épouvantable, mais bien sûr que c'est épouvantable, mais il faut pouvoir décortiquer cet épouvantable pour dire attendez, ça c'est pas un effet du hasard. Et ceux qui défendent la thèse selon laquelle il n'y avait pas d'administration, et qu'au fond ce sont des tout petits responsables qui ont été dans l'arbitraire, la question que je leur pose, alors pourquoi tous ont fait la même chose? Pourquoi, quelle que soit la région, on a eu exactement la même procédure? Pourquoi les cadavres ont été disséminés ainsi comme ça? Pourquoi il n'était même pas autorisé d'aller prendre un de ses proches et lui donner une sépulture décente? Pourquoi interdire les rituels funéraires? Pourquoi? Interdiction de pratiquer les rituels funéraires. Si ça, c'est pas une intention génocidaire, alors je demande qu'on m'explique à quoi ça correspond, cette chose-là. Ce sont de vrais Khmers qui ont voulu tuer d'autres Khmers. Et ça s'inspire très bien et de la culture, de la religion et de la mentalité khmer. La culture khmer est une culture violente. Les bâtisseurs d'Angkor ne l'ont pas fait au son du pipeau. C'est des millions d'esclaves qui ont travaillé pour construire Angkor. Donc, ça ne s'est pas fait dans la joie et l'allégresse. Ça n'explique pas la dérive idéologique, mais certaines pratiques, une certaine brutalité, pas de pitié pour les ennemis, et pas de pitié pour les vaincus, ça explique aussi un tas de choses. Ça ne justifie pas, évidemment. Dans la vie ordinaire, quand un gamin fait quelque chose de mal, ses parents lui disent « Attention, vaille-moi, je te frappe à mort ». Je ne sais pas quelle mère de famille française dirait dire ça. Donc, je ne dis pas ça pour mépriser le peuple khmer, mais pour vous aider à comprendre. Il y avait quelque chose de très très sophistiqué chez les Khmers rouges, c'est qu'il n'y avait pas de proportionnalité des peines. Pas de proportionnalité des peines, c'est-à-dire que quoi qu'il soit fait contraire à l'ordre, c'était la mort. Alors ça, c'est un système qui est redoutable et redoutablement efficace. Parce que ça amène des gens à faire des petites entorses à ce qu'ils peuvent imaginer être contraire à leur conscience, comme des grandes entorses. Et il n'y a plus de différence, au regard de la chose, entre priver quelqu'un d'alimentation pendant 1 heure ou 2 heures et le tuer, finalement il n'y a pas de différence majeure. Et je crois que ça, c'est aussi toute une logique qui permet de transformer un homme ordinaire en bourreau ordinaire. Et en plus, le travail était assez bien réparti finalement. Vous n'avez pas quelqu'un qui prend le début de la chaîne, un individu qui va bien, qui le torture pendant des semaines et des semaines, et qui au bout de la chaîne est obligé de le tuer. C'est pas les mêmes qui font ça. Chacun a une parcelle, il y a une parcellisation, si vous voulez, du travail, qui fait que d'une certaine manière, la responsabilité est partagée, à un niveau horizontal comme à un niveau vertical, et chacun n'en prenant qu'une part, pas la plus radicale, finalement s'en accommode entre aller achever les gens dans le killing field qui sont des gens déjà presque morts, c'est pas pareil que de tuer quelqu'un en bonne santé. Au niveau du processus que ça génère, et d'une certaine manière, ça rend les choses, malheureusement, beaucoup plus faciles. Ce n'est pas seulement par humanité que le voisin vietnamien intervient militairement en décembre 1978. Il emporte la victoire en 2 semaines sur des Khmers rouges fuyant lâchement. Une thèse s'accorde à penser que les incursions Khmers rouges en territoire vietnamien, générant des milliers de victimes vietnamiennes, justifient l'intervention. D'autres pensent au contraire que le Vietnam souhaite depuis longtemps s'approprier le territoire cambodgien. Les théories s'affrontent, comme souvent, car les choses ne sont pas si simples. La communauté internationale, particulièrement mal éclairée en l'occurrence, voit cette prise de contrôle des Vietnamiens
comme une violation inacceptable de la souveraineté du Cambodge. Mais de fait, la liberté fut recouvrée. Et surtout, le génocide s'arrête. L'intervention vietnamienne ouvre peu à peu le pays qui est en proie à une immense misère. Tout de même, les langues des moribonds se délient, et le père Ponchot est le premier à informer la communauté internationale. Maintenant, on doit savoir. C'est bien le dessin qui a sauvé d'une mort certaine notre peintre d'affiches de film. L'art du portrait fut son sauf-conduit lorsque son geôlier Douch lui demande de réaliser un portrait de Pol Pot. L'esquisse donne satisfaction. Pour la propagande et le culte de la personnalité propre aux dictatures communistes, il faut d'immenses portraits du frère numéro 1. Van Natt devient donc un gracier. Gardé pour le travail, effrayante mais salvatrice mention portée en rouge par le bourreau sur le registre des prisonniers du camp. Sans détour, Van Natt raconte sa captivité et les mauvais traitements qui rythment le quotidien de tous les prisonniers à S21. Aujourd'hui, la peinture le sauve une deuxième fois, comme exutoire à sa vieille descente aux enfers. Il peint maintenant des scènes champêtres de son pays qu'il aime et qu'il entend maintenant défendre avec ses seules armes, quelques pinceaux pointus en poil de marbre. Je m'appelle Van Natt. J'étais prisonnier des Khmers rouges au centre S21. Cette exposition est relative à la vie dans ce centre de détention durant l'année 78. Ma vie de prisonnier était très pénible. On est considéré comme l'ennemi d'Ankara et condamné à mort. Donc on ne mangeait pas bien. On a 2 potages de riz par jour, à 8 h du matin et à 8 h du soir.
On n'avait que 4 à 5 cuillères de soupe par repas. Ce n'était pas suffisant pour vivre. Pourtant, sans avoir eu de promenade, on sentait qu'on ne pouvait pas marcher, car quand on se relevait de la position assise pour manger, on avait les oreilles qui bourdonnaient. J'étais comme une souche d'arbre. On pouvait emmener partout. Je n'avais aucune réaction. Quand ils sont venus me chercher, j'étais incapable de marcher. Ils m'ont soutenu par les bras. C'est comme cela que je marchais. Mes jambes ne tenaient pas mon corps. Puis un chef me demandait depuis quand j'avais commencé à dessiner. J'ai dit que je dessine depuis longtemps. Ensuite, on m'a montré une photo et l'on m'a demandé si je pouvais dessiner à partir d'une photo. J'ai dit qu'auparavant je pouvais le faire, mais plus maintenant, car je n'avais plus la force ni de m'asseoir, ni de me mettre debout, ni de me concentrer. On m'a dit pas de problème, on va te donner 3 jours de repos et on m'a donné du riz. Ma santé s'améliorait petit à petit. Puis on me fit faire un essai. Je pense que Dutch en fut satisfait. Il m'a gardé. En fait, nous étions des techniciens prisonniers, c'est-à-dire peintres, sculpteurs, ébénistes, mécaniciens. Cela devait être épargné. Les prisonniers dits normaux ont été éliminés dès octobre-novembre 1978. Tuol Sleng, le lycée transformé en S21, était pratiquement vidé fin 1978. La vie dans ce centre de détention est comparable à celle d'une usine. Il y a les interrogateurs qui ne faisaient que torturer du matin au soir, tandis que ceux qui transportaient les gens vers l'extérieur pour les assassiner le faisaient continuellement. Ainsi ça grouillait d'activité au centre S21. J'étais avec des millions d'autres Cambodgiens prisonniers dans notre propre pays et prisonniers sans barreaux en fait, hein, et parce qu'on avait le droit d'aller nulle part sans autorisation. Ils ont tout fait pour qu'on perde tous l'espoir. Ils ont commencé par faire éclater la famille déjà, par nous chasser de chez nous 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'à la fin qu'on n'ait plus que des haillons sur nous, pour nous pousser à bout. Mes frères et sœurs étaient envoyés dans les camps, je les voyais 1 fois par an. Ils paraissaient davantage que l'été, puisque les travaux forcés, sans nourriture, on récompense. Là-bas, c'était de l'eau. Dans la louche de soupe, il n'y avait que de l'eau et à peine une cuillère de riz au fond. Alors là-dessus, vous rajoutez tout ce que vous ramassez dans la nature, des liserons, des épinards, tout ce que vous pouvez ramasser, vous en rajoutez pour donner un peu plus de consistance. Et les enfants qui sont malades, ils n'ont pas droit à leur ration, ou ils n'ont droit qu'à une demi-ration. Ce qui est le cas de ma fille qui ne pouvait pas travailler, donc c'était une bouche inutile. Pour eux, c'était une bouche inutile. Les personnes âgées, c'était des bouches inutiles. Les personnes âgées qui ne pouvaient pas travailler, ils pouvaient mourir, ça ne les touchait pas. Parfois, j'ai dit, il aurait mieux valu qu'ils nous tuent d'une balle. On n'aurait pas souffert. Mais nous tuer de cette façon, à petit feu, par la faim, c'est insupportable. Quand tous les jours vous êtes tenaillé par la faim, vous vous levez le matin, vous avez votre fille qui est à côté de vous, qui a faim, qui regarde dans le vide, qui n'a plus de force, qui ne joue plus, qui ne rit plus, et vous-même vous avez faim et que vous ne pouvez rien faire pour soulager votre enfant, ça c'est une torture. Pour moi c'est une torture terrible. J'aurais mieux aimé qu'ils me mettent une balle dans la tête et au moins on ne souffrirait plus. Ça aurait été une délivrance pour nous. Janie va très mal. Je me dépêche de rentrer. Elle respire déjà très difficilement. La mort dans l'âme, je me rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Elle ne m'entend plus.
Impuissante et le cœur brisé par la douleur, j'assiste donc à sa lente agonie en lui tenant la main comme pour la guider sur le chemin d'un monde meilleur. Elle s'éteint tout doucement au milieu de la matinée. Pendant un long moment, je reste là, immobile, sans oser verser une larme ou réciter une prière pour le repos de son âme. Anéantie par la douleur, je suis comme paralysée et continue de fixer le petit corps squelettique sans vie. Et puis un jour, il était rentré avec des petits poissons qu'on a fait griller, gros comme le pouce. Ben, entre la mère et le fils, on se disputait le petit poisson. C'est moi qui veux avoir la tête, c'est toi qui veux avoir la tête. Juste un petit poisson gros comme ça. Et je ne sais pas comment vous dire, la faim vous pousse à faire n'importe quoi. Quand vous avez faim, vous n'êtes plus un être humain. Une fois dans le village, il y avait 2 ou 3 bœufs qui étaient morts, et soi-disant de maladie, je ne sais pas quoi. Ils ne nous ont pas distribué la viande, ils ont préféré enterrer les cadavres des animaux. Et nous, on a été déterrer les cadavres, on ramenait de la viande toute verte avec des asticots dedans, mais malgré ça, on a enlevé les vers, on les a fait cuire, on a bouillir et on a mangé cette viande qui était âcre et presque amère, si vous voulez. Mais on a même mangé de la viande comme ça. Et le chien avait droit à une peau de bœuf, il était en train de manger. Et moi, quand je regardais cette peau, je disais, oh là là, moi, ça me ferait un bon repas pour plusieurs jours. Et avec un bâton, j'ai essayé de ramener la peau vers moi. C'est à ce moment-là qu'il est venu, qu'il a sauté sur moi et qu'il m'a mordu à la main, au doigt. Il m'a chopé la main, le doigt comme ça, et il m'a mordu. Eh bien, le chef Khmer Rouge, il a vu la scène, mais lui, ça le faisait rire. Lui, il a assisté à la scène, mais ça le faisait rire. Mais il me dit, mais Yepongso, tu vas pas manger ça. Mais qu'est-ce que tu vas manger ça? Mais c'est pour le chien, c'est pas pour nous, c'est pas pour les êtres humains. Mais non, mais moi j'ai dit, mais pour moi, c'est un repas. Il nous encourageait à faire notre propre potager. Et même, fatigué, à bout de force, on essayait d'arroser et tout ça pour avoir des fruits. Et dès que les fruits commencent, les courgettes, dès que ça commence à venir, les maïs, dès que ça commence à pousser, ben la femme du chef du village nous les prenait. Et elle ne nous laissait rien. C'est elle qui les prenait. Pendant que nous, on allait au champ, eh ben, elle passait de paillote en paillote et puis elle prenait tout ce qu'il y avait pour elle-même. Vu la situation dans laquelle on était, il valait peut-être presque mourir que de vivre comme ça, végéter comme ça. Et dans ce cas-là, je souhaitais plusieurs fois, bien sûr, mourir dans mon sommeil, d'épuisement. Hein. Moi, à 30 ans, j'étais déjà ménopausée. J'étais comme une vieille femme, vous voyez, à 30 ans. Alors eux, chez eux, ils se reproduisaient normalement, ils avaient des enfants et ils mangeaient normalement. Je m'étais toujours dit, je ne dois pas mourir, je ne dois pas mourir, je dois vivre, je dois rester en vie. À aucun moment, je n'ai pensé à me suicider. Ça, vraiment, non. J'avais faim, j'étais malade, j'étais usée, mais la crise de nerfs, non, les idées de suicide, non. À aucun moment, je n'ai... Au contraire, c'était une colère interne, j'avais cette colère qui me poussait à vivre. Je dis, je dois vivre, je dois rester en vie, pour parler, pour raconter ensuite ce que j'ai vu ici. Et c'est pour ça que je vous dis, en 4 ans, ils n'ont pas pu me modeler. 30 ans après, ma tête, c'est toujours moi. Et c'était comme ça que j'ai réussi à survivre, parce que j'ai dit, il fallait que je vive, coûte que coûte. Il fallait que je vive pour parler aujourd'hui, pour témoigner. Et je suis encore là aujourd'hui. 30 ans après, je suis coriace. Hein. Puis je voyais ma mère, la première, à tomber sous le coup de la famine. Et mes grands-parents, ma petite nièce, enfin donc voilà. Et c'est ce que nous avons vécu, nous, la famille Pen, c'est tout le pays, à part ceux qui se ralliaient effectivement au régime de force ou de gré,
pour essayer chacun de sauver sa peau comme on pouvait. Vous savez, les palmiers à sucre, il y a des escaliers. Et donc, là, en haut, ils mettaient des petits tubes en bambou pour recueillir le jus. Et donc, un soir, elle a été volée, ce jus, elle a été prise par les Khmers rouges. Et le lendemain, ils ont convoqué tout le monde. Tout le village était réuni dans une pagode. Et là, ils ont amené la fille. D'abord, ils ont expliqué ce qui s'était passé. Voilà, encore une... comment ils appelaient ça? Khmer. C'est une traître du régime qui a volé et elle mérite d'être punie. Donc, ils l'ont attachée au soleil, la fille, les bras et tout ça au soleil. Ils ont commencé à mettre du sucre de palme autour d'elle, sur son corps, et ils ont mis des fourmilières, des fourmilières rouges, des fourmis rouges. Et puis, ils ont laissé les fourmis faire le travail. On était obligés, nous, de rester là et d'assister au spectacle. Ils ont dit, voilà, ça, c'est ce qui vous attend. Si vous n'écoutez pas, si vous continuez à voler, si vous continuez à avoir l'esprit qui vagabonde dans votre ancienne vie, voilà ce qui vous attend. Le soldat Khmer rouge enlève le fusil de son épaule et il détache la baïonnette du canon. Puis il dénude le torse de la victime qui était accusée d'avoir dérobé du riz. En brandissant la baïonnette, le soldat menace l'assistance de s'en servir contre tous ceux qui pourraient trahir l'Ankar, comme la jeune fille qui va bientôt mourir, disait-il. Joignant le geste à la parole, le Khmer rouge plante la baïonnette dans le ventre de la victime au niveau du plexus, en l'éventrant par 2 incisions à gauche puis à droite de la cage thoracique. Après cela, il fait tomber la masse adipeuse du ventre coupé en triangle. J'ai vu tout ça de mes propres yeux parce que les Khmers rouges obligeaient tout le monde à assister à la mise à mort de mon ami, y compris moi. J'étais jeune à l'époque. Effrayé par la barbarie Khmer rouge, tout le monde criait de peur. Le Khmer rouge ordonnait de se taire et de rester en place car un mouvement de foule commençait à quitter le lieu d'exécution. Avec la pointe de la baïonnette, l'assassin a percé un voile fin qui empêchait les entrailles de tomber. Elles sont tombées en vrac et Kang, la victime, hurlait de douleur et d'effroi de se voir ainsi. J'ai pu voir la main de l'assassin prélever le pancréas qui est à peu près grand comme ça. Le Khmer rouge le tient entre le pouce et l'index et proclame « Pour nos soldats, avec ce truc-là, ils sont vaillants et efficaces. » Le président Chai, magistrat français très impliqué dans la défense des victimes des Khmers rouges, nous fait rencontrer Yu Chang, lui-même directeur du centre de documentation du génocide à Phnom Penh. Les 2 hommes se connaissent et les confidences vont bon train. Le directeur du centre est très certainement l'homme du Cambodge le plus au fait des crimes génocidaires, précisant même pendant l'interview que les hommes vont manquer au dépouillement de la masse cruellement imposante d'informations recueillies. 2 à 3 millions de tués, cela laisse des traces, n'en déplaise à certains. Le travail de cet homme, meurtri dans sa chair d'adolescent car témoin impuissant de l'exécution de sa sœur, est considérable. Son œuvre est d'autant plus un acte de courage puisqu'il a fallu rechercher, écouter et retranscrire les récits d'horreur que son activité lui imposait. On imagine aisément, et avec une profonde compassion, comme le souvenir déchirant de son aîné a pu lui peser tout au long de ses nombreuses enquêtes. Il nous délivre son message d'archéologue de l'horreur, tant il a découvert de charniers immondes dans tout le pays, faisant déterrer les ossements des victimes massacrées à coups de bêche ou de gourdin. Les balles de fusil étaient trop chères. Accompagné de M. Chai, Van Nat retourne sur les lieux de son supplice afin de témoigner de l'horreur qui a perduré pour lui pendant 1 an, jour pour jour. À la manière d'un triste guide touristique, aguerri par une expérience intolérable des lieux, il donne à réfléchir sur l'invraisemblable cruauté des gardiens, dont la plupart, pourtant,
ont survécu au règlement de compte de 1979. « 17 000 victimes hantent ces lieux, devenus symboles de la folie meurtrière du régime génocidaire de Pol Pot. Concomitamment, dans la campagne cambodgienne de 1975 à 1978, le pays devint un vaste chantier de rééducation par le travail forcé, aggravé par la faim sciemment organisée par les tyrans. Les exécutions sommaires, les brimades, les viols et les exactions fleurissaient ça et là, pendant 4 trop longs printemps, sans que les corps décharnés ne puissent réagir. Parmi les victimes des Khmers rouges, les chiffres valent ce qu'ils valent, on dit qu'environ également 60% de la population qui a échappé aux Khmers rouges serait victime de malades de traumatisme psychologique. Donc c'est des pauvres gens qu'il faut aider par tous les moyens. Et surtout quand ils sont à l'étranger, l'étranger est un second traumatisme certainement aussi violent que celui des Khmers rouges, car ils ont tout perdu, leur langue, leur milieu, leur soleil, leurs enfants. Donc c'est encore beaucoup plus difficile pour ceux qui sont à l'étranger. Et effectivement, il faut faire tout ce qu'on peut pour les remettre sur pied sur le plan psychologique. Ça met le psychiatre devant une question cruciale, mais qu'est-ce que je peux faire pour des gens qui ont tout perdu? Si je veux les réparer, j'y arriverai pas. Si je veux les aider à vivre avec ça, c'est un peu limité. Donc il faut trouver un pas de côté. Donc j'ai appris énormément. Et de cela, toute cette misère que j'ai écoutée, je dirais qu'elle m'a énormément enrichi, d'autant plus que j'ai quand même le sentiment d'avoir apporté un certain nombre de choses à ces patients, et que ça, pour un médecin, voilà, ça fait partie de notre métier, ça nous fait toujours très plaisir
quand nos patients s'améliorent. Le Cambodge, après les Khmers rouges, ont été dans un dénuement. C'est qu'ils ont saccagé, plus que saccagé, ils ont démoli le pays. Donc, les 10-20 premières années après les Khmers rouges, les gens s'occupaient de quoi? De survivre. De survivre. Survivre au quotidien. Et donc, comment voulez-vous aussi qu'on s'occupe de réfléchir au passé, de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait une volonté sûrement politique de la part de Hun Sen, qui est quand même un ancien Khmer rouge. Bon, même si il a eu l'idée extrêmement heureuse pour nous d'amener les forces vietnamiennes pour nous libérer des Khmers rouges. Autrement, je pense que ce ne serait pas 2 millions de morts, mais voilà, davantage. Et donc, on doit une fière chandelle, hein, quelque part, quand même, aux Vietnamiens. Et à Hun Sen, pro-vietnamien, ancien Khmer rouge pro-vietnamien. Et donc, lui, ceci dit, en tant qu'ancien Khmer rouge, mais il n'avait pas trop intérêt non plus à trop remuer aussi le passé, parce que on ne sait pas exactement quand il a quitté Pol Pot, parce qu'il était au début avec. Hein, donc, il était au courant des premiers, sûrement, les premières manœuvres de programmation de génocide, on peut dire. La période des Khmers rouges n'est pas racontée à l'école, dans les livres d'histoire, ce qui fait que la jeune génération n'est pas au courant de tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais leur dire qu'il faut qu'eux-mêmes, ils acceptent ce procès, qu'ils acceptent de comprendre qu'il y a eu ce génocide, que ça s'est réellement passé, et qu'il faut qu'eux-mêmes, ils essayent d'en tirer des leçons de cette période, de ne pas suivre le même exemple des Khmers rouges. Qu'on imprime ça définitivement dans l'histoire, et pour que ça ne s'oublie pas. Parce que déjà, les gens commencent à oublier. Ils n'ont pas de mémoire, l'être humain n'a pas de mémoire. Et ça s'oublie déjà. Beaucoup de jeunes ne veulent pas croire en disant c'est loin, à 30 ans, on n'était pas nés, mais ils ont fait ça, c'est le passé, il faut oublier. Mais ils ne se rendent pas compte, tout simplement. À chaque fois, on dira toujours plus jamais ça, et ça recommence. Finalement. C'est que le devoir de mémoire, c'est un devoir très occidental. C'est une notion très occidentale. Actuellement, les Thaïlandais sont en train de construire des routes à la thaïlandaise pour aller voir la tombe de Pol Pot, qui est au haut des Dang Rec, aller voir An Long Vec, à Long Veng, où était située la maison Tamok, qui est un tueur renommé, qui a à son actif à peu près 250 000 exécutions. Pardonnez le détail. Et donc, ça va devenir des lieux d'attraction. Alors, si c'est ça la mémoire, je souris tristement. Il faut que Pol Pot devienne une parenthèse de l'histoire cambodgienne. C'est 4 ans, c'est pas une durée indéfinie, c'est certes des millions de morts. Le regard de l'histoire du Cambodge, j'espère qu'un jour ça redeviendra une parenthèse. Tant que c'est pas dans la mémoire, c'est pas une parenthèse, c'est un événement majeur. Parenthèse au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après, et que les choses continuent malgré cela, que tout n'a pas disparu, parce que si on dit que tout a disparu, alors on donne, je dirais, une réussite inouïe aux Khmers rouges. Les Khmers rouges ont perdu la guerre, ils ont été chassés du pouvoir. Donc c'est important de le dire. Maintenant, ça n'empêche pas que ce qu'ils ont fait a des conséquences majeures. Donc la mémoire, ça va être de retisser des liens avec l'avant. Puis ça va permettre d'interroger d'autres choses, ça va permettre d'interroger la colonisation, le protectorat français, la période intermédiaire, c'est-à-dire de retisser toute une histoire. Ensuite, Sihanouk est responsable, parlons en responsabilité, il est un chef politique, en soutenant les Khmers rouges après 70, cette fois contre le NOL, comme il l'explique très bien lui-même, en disant que les Khmers rouges, ce sont les seuls nationalistes
Le nol, il est vendu aux Américains. C'est pas faux. Et ils voyaient dans les Khmers rouges les seuls qui étaient capables de défendre leur pays, son pays, contre le Vietnam et les États-Unis. C'est vrai que c'était aussi le père de l'indépendance. On lui doit ça, et cette étiquette, c'est vrai que lui colle, ça c'est sûr, à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Bon, c'est une sorte de reconnaissance du pays. Le fait de vouloir revenir à tout prix au pouvoir, etc., il a tendu la main au diable. En 1973, avant même la victoire des Khmers rouges, alors que le combat était mené contre Lone Nol, Sihanouk visite ce qu'on appelle les zones libérées. Et là, il apparaît vraiment comme leur allié, sans aucune objection. Les grands criminels Khmers rouges sont premier Pol Pot, qui est mort en 1998, Tamok, qui est mort en 2006, qui lui a son actif 250 000 morts, son adjoint Kepok, qui est mort il y a quelques années, Nuon Chea, qui sera sans doute cité dans les suspects, Taduk, le chef de la prison de Tuol Sleng, sans doute Ieng Sary, qui lui est un tueur, son épouse Ieng Thirith, sans doute Khieu Samphan, ça c'est les têtes de Turcs. Mais ce n'est pas eux qui ont directement tué les gens, c'est les petits chefs locaux. Et parmi ces petits chefs locaux, eh bien, si on veut exercer une justice qui soit réellement une justice, il faudra les attaquer, il faudra les arrêter. Et ils ne se laisseront pas faire avec toutes les armes qui circulent encore au Cambodge. Il peut très bien y avoir à nouveau des foyers d'insécurité. Si aujourd'hui il pouvait être puni, traduit en justice et être puni, à ce moment-là, je crois que j'aurais retrouvé une certaine paix. Et je pourrais peut-être faire le deuil de toutes les personnes, de tous mes morts. Pol Pot était encore en vie à ce moment-là, mais on n'a pas appliqué la sentence qui était rendue à ce moment-là. Pourquoi ? Aujourd'hui, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi on a laissé le criminel en vie sans le poursuivre? Si vous pouvez me répondre à cette question aujourd'hui, je serais satisfaite. N'oublions pas que certaines très hautes personnalités du régime actuel ont été parmi ces tueurs. Je ne vous citerai pas de nom, mais l'un notamment a laissé un très mauvais souvenir dans l'endroit où il était chef de district. Un très mauvais souvenir sanguinaire. Si vous voulez, ma conviction sur le sujet, c'est que M. Dut est gravement responsable de la mort de 17 000 personnes qu'il a fait torturer cyniquement. Alors là, d'un point de vue chrétien, il est responsable et coupable. Alors, mais s'il se convertit profondément, c'est-à-dire au plus profond de son cœur, se dire oui, je suis quand même un pauvre bougre, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, eh bien, M. Dut est sauvé d'un point de vue chrétien. Seulement, ça n'empêche pas de passer devant le tribunal international et d'être condamné à la prison à vie ou à perpétuité ou pire. Ça ne se juge pas dans les cœurs. Hein. Alors, vous savez, il y a une grande controverse là-dessus. Hein. Au fond, les bourreaux sont des êtres humains comme vous et moi. Ce qui est sans doute vrai. Sauf qu'ils ont commis des actes que ni vous ni moi n'avons commis. C'est pour ça qu'on va les juger. Hein. Le fait qu'ils soient êtres humains permet de les juger. On ne juge pas les animaux, on ne juge pas les monstres, on juge des êtres humains. Et les bourreaux sont des êtres humains. Voilà. Donc on peut les juger. Pour moi, le problème est réglé là-dessus. Ce sont des gens que l'on peut juger. C'est pas aux hommes de juger donc ça, c'est Khmer rouge. Ils paieront. Ils paieront, on ne sait pas comment, quand, peut-être pas sur cette vie terrestre, mais plus tard. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important dans l'esprit des Cambodgiens, la plupart, ceux qui sont bouddhistes. C'est-à-dire chacun dans le bouddhisme est responsable de ses actes. Alors là,
si vous faites du mal, vous allez réincarner dans quelque chose de très mal, parce qu'on croit très fort à la réincarnation, nous. Et donc, on croit à la vie prochaine. Donc, on a intérêt à faire du bien dans cette vie. Ce qui est le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est que le procès se tienne. Que l'on puisse juger, à défaut de condamner. J'espère qu'ils seront condamnés, mais déjà juger. Pour plein de raisons. La première, c'est que ça va enfin permettre de parler de tous ces gens qui sont morts, et que ce n'est pas que les victimes qui en parlent, et que les bourreaux aussi en parlent, parce que leur métier, c'est la mort, et bien ils vont nous parler de la mort. Et c'est très bien, comme ça les vivants, ils pourront nous parler d'autre chose, ils pourront nous parler de la vie de leurs ancêtres quand ils étaient vivants, quand ils allaient bien, enfin toutes ces choses-là, qui réinstaurent une généalogie, et je crois déjà que c'est quelque chose de très important. Ensuite, c'est qu'ils vont se montrer lâches. Parce que d'une certaine manière, ce sont des lâches. Et je crois qu'il y a un moment qui est très utile pour la société et pour les survivants. C'est que tout à coup, leurs bourreaux, leurs anciens bourreaux, perdent de la toute-puissance qu'ils ont utilisée pendant des années. Et que l'on puisse renverser les choses. Ceux qui ont vraiment peur aujourd'hui, qui ne cessent de dire qu'ils avaient peur, ce sont les bourreaux. Ils ne cessent de dire qu'ils n'avaient pas le choix et que s'ils ne l'avaient pas fait, ils seraient morts. Ben oui, ce sont des lâches, les autres sont morts. Et je crois qu'il y a un moment de renversement qui est absolument indispensable, qui va permettre de faire héberger tout un tas de gens qui ont survécu, d'autres qui n'ont pas pu survivre, et qui sont, non pas des héros, mais des figures quand même, des figures. Et que ceux qui aujourd'hui essayent de se cacher derrière des arguties, des trucs, mais j'étais pas au courant, sont pas aussi puissants qu'ils l'ont fait croire. Et je crois que la faille du bourreau dans sa toute-puissance est un moment historique absolument indispensable pour une société. Monsieur le Président Chaï rend quotidiennement la justice pénale en région parisienne. Avec son association CVKR, Comité des victimes des Khmers rouges, il a œuvré sans cesse à aider les victimes à porter plainte. Il croit avec force à la nécessité du procès qui recèle malgré tout de nombreuses faiblesses. Il est tardif, car les faits remontent à 40 ans. Il est limité, en ce sens que certains des bourreaux sont morts sans avoir été inquiétés, à l'instar de Pol Pot, décédé en toute impunité en 1998. Alors même que l'exécutif du pays est encore dirigé par d'anciens Khmers rouges, le tribunal ne présente donc pas toutes les garanties d'une justice indépendante, surtout qu'il relève d'une chambre spéciale issue d'une juridiction cambodgienne, le TKR. Bien sûr, composée par moitié de juges internationaux, à l'abri, espérons-le, de toute pression. Monsieur Chaï doit se battre encore pour que le droit des victimes soit réaffirmé pleinement, alors qu'il pense depuis le début que les parties civiles sont en quelque sorte mises de côté. Malgré les imperfections du procès, il insiste sur sa nécessité. Car, afin de construire le présent et préserver un avenir paisible aux jeunes générations du Cambodge, un socle commun de mémoire est nécessaire. C'est sa fondation qui manque le plus, tant que l'on tire sur le passé un voile de haine, de honte et d'oubli. On attaque les Khmers rouges d'un régime odieux, d'accord, qui a tué beaucoup de gens. Est-ce qu'un jour, quelqu'un ou un pays osera condamner les États-Unis, qui ont déversé 539 000 tonnes de bombes, je dis bien 539 000 tonnes de bombes sur ce petit Cambodge qui n'aurait rien fait. Mais bon sang, quand est-ce qu'on jugera? Il y aura une justice internationale digne de ce nom. Plus de 250 000 tonnes de bombes en 1973 qui ont rendu les Khmers rouges fous furieux. Ce n'est pas l'unique raison, mais qui les ont rendus fous furieux. Alors, ne parlons pas trop, nous les Occidentaux, de justice internationale. Non, non, il faut être honnête. Il s'agit de juger les Khmers rouges. On ne va pas refaire l'histoire, parce qu'on peut juger les Américains, sinon, mais aussi la conquête coloniale, et que sais-je, on peut remonter encore aussi à l'impérialisme cambodgien, hein, qui a aussi essayé d'imposer sa suprématie à ses voisins. Bon. Non, ça, c'est beauté en touche. Hein, c'est trop facile, vous voyez,
de s'exonérer de ses propres, je ne parle pas du Père Bronchot, mais des Khmers rouges, d'invoquer l'histoire pour justifier des comportements qu'absolument rien ne justifie. On peut plaider l'ignorance, que ça, mais en tout cas, pas l'excuse absolutoire des atrocités américaines. Parce que c'était quand même pas comparable, quoi qu'on en dise. En revanche, on peut faire le procès de l'ONU, hein, mais ça, dans la mesure où c'est plus ou moins elle qui l'organise, le procès de l'ONU et des gouvernements occidentaux en place entre 1975 et 1979. Enfin, ça oui, on pourrait. Jusqu'en 89, qu'a fait l'Europe, qu'a fait la France? On a soutenu les Khmers rouges pour des raisons que je comprends, géopolitiques. Il fallait soutenir les Khmers rouges qui combattaient les Vietnamiens représentant l'hégémonisme soviétique au Cambodge. Alors, justice internationale, non, ne parlons pas du sexe des anges. Je n'y crois pas. L'installation du régime du Cambodge démocratique à Phnom Penh, on aurait pu protester plus énergiquement que ça avait été fait, notamment dans les enceintes internationales. Or, on s'en est accommodé pendant des années. À tel point que pour des raisons qui leur appartiennent, peut-être pas humanitaires, mais en tout cas que quand les Vietnamiens ont pris le contrôle de Phnom Penh, il ne faut pas croire qu'ils ont fait ça avec l'assentiment de la majorité des nations. On a mis du temps à admettre que, bon, ils avaient libéré, enfin épargné au Cambodge la prolongation d'un calvaire. L'intelligentsia européenne a mis du temps à se poser des questions. Il a fallu que ce soit quelques individus, donc moi je rends hommage à Bronchot, qui ont eu le courage et le professionnalisme aussi, parce que ça signifiait qu'il fallait écouter les radios et tout, essayer de comprendre, pas se contenter des discours à l'ONU. Et ça a été très long. Alors on a mis beaucoup de temps à détruire l'icône de Mao, mais on a mis aussi, et c'est parallèle en fait, on a mis beaucoup de temps à admettre des réalités. Mais évidemment, aujourd'hui, on dit que le procès a été fait sous l'égide des Vietnamiens, ce qui est vrai, puisque c'était les Vietnamiens qui étaient arrivés, qui ont mis en place ce procès. Mais malgré tout, à ce moment-là, les criminels étaient encore en vie. Et pourquoi la communauté internationale n'a pas appliqué la sentence? Pourquoi on avait dit que c'était un procès spectacle? Malgré tout, c'était quand même un procès qui était fait dans les règles, je pense, puisqu'il y avait des juges internationaux qui étaient là. Je me souviens, il y avait une Japonaise, des Américains. Si vous regardez bien la composition de l'époque, il y avait des étrangers, il y avait des observateurs étrangers qui étaient venus à ce procès. Ça n'a rien donné. Personne n'a jamais accordé aucune valeur à ce procès. C'est dommage. Pol Pot, il aurait pu payer pour tous les crimes qu'il a commis. Et Khieu Samphan aujourd'hui qui vient de dire qu'il ne savait rien, qu'il n'était au courant de rien. Le plus dur pour moi aujourd'hui, c'est de me confronter à ce négationnisme. C'est d'être, après toutes ces années, à travailler sur cette question et à imaginer que, voilà, c'est extrêmement simple à transmettre et que tout le monde va être d'accord, et de se rendre compte qu'il y a en face des murs d'incompréhension, des murs d'hostilité, et de se dire, on n'est pas très nombreux aujourd'hui à défendre cette ligne-là. Je vous avoue que vraiment ça, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il y a des jours où on se dit, bon, faut arrêter là, je veux dire. C'est vrai que lorsque j'étais à Phnom Penh en février, j'ai eu des moments de grand, voilà, de grand désespoir, à dire, mais
un mur. On ne peut pas déplacer tous ces discours qui disent bah, c'est pas si important que ça, on a passé l'éponge et tout ça, il y a le procès, les manières, le procès il n'est pas bien, il y a de la corruption, enfin tous ces faux arguments qui permettent quand même de ne pas parler du problème. Effectivement, il y a une forme originale et inédite de négationnisme, de l'extermination perpétrée par les Khmers rouges, qui consiste à dire oui, il y a eu ces millions de morts, oui, c'est une chose importante, mais il n'y avait pas d'intention, et puis toutes les manières aujourd'hui, est-ce qu'il est encore utile d'en parler? Les Khmers ont oublié, les Khmers sont habitués à tourner la page, et puis on y va avec nos intentions occidentales pour voilà, plaquer nos concepts et dire il faut la justice. Alors par rapport à ceux qui pensent déjà que les valeurs culturelles sont à ce point déterminantes, je dirais que c'est vrai en ce qui concerne les goûts alimentaires, en ce qui concerne les saveurs, en ce qui concerne les choix de vie, mais il n'y a pas une seule société qui ne condamne pas l'homicide. Je n'en connais pas une seule, pas une. Et ça, c'est un argument culturaliste qui est quand même profondément négationniste, parce qu'il limite la portée de ce qui s'est passé au nom de prétendues histoires culturelles que je condamne totalement. Et ce négationnisme, il est extrêmement puissant. Hein. Alors, moins en France qu'ailleurs, peut-être, mais dans les pays anglo-saxons, parce qu'il est très culturaliste. Et au Cambodge, il est très fortement porté par un certain nombre d'Occidentaux qui vivent au Cambodge et qui ont ce regard un peu à la fois sympathique, parce qu'ils ont envie de faire des choses pour les Cambodgiens, et ils prennent au pied de la lettre ce que disent certaines personnes. C'est vrai que si vous allez dans certaines campagnes, vous leur demandez aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre le tribunal, les gens vont dire pff. Et alors eux ils disent bah voilà, les gens ne veulent pas. Mais si on avait fait ça avec la peine de mort, on aurait toujours la peine de mort en France. Il y a plein de choses qui n'auraient pas évolué, et nous sommes restés français. Et les Khmers resteront Khmers, même s'ils accèdent à la démocratie, contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes. Il n'y a pas de culture qui ne puisse pas accéder à sa façon à un mode de démocratie, c'est-à-dire à un mode qui arrête des systèmes ancestraux d'oppression entre des groupes humains de la même société. C'est ça la démocratie, c'est d'arrêter les systèmes d'oppression. Chacun peut l'inventer comme il veut, à sa façon. Et c'est pas un concept occidental de dire que les hommes ne sont pas faits pour être opprimés par d'autres hommes. Un des derniers tableaux de Van Nat représente son bourreau Dutch, entouré des crânes de ses innombrables victimes. Quelques semaines avant son décès, l'artiste survivant de S-21 trouve la force de peindre une dernière fois pour témoigner de l'horreur. Les symboles sont forts. Le tortionnaire semble impassible parmi ces montagnes d'ossements. À ses pieds, un livre fait référence au procès international de l'ONU qui ne condamne Dutch en première instance qu'à seulement 35 ans de prison. Autant dire une broutille pour Van Nat, au regard de 17 000 hommes, femmes et enfants envoyés à la mort par cet ignoble directeur trop zélé. Van Nat est parti de ce monde sans connaître l'arrêt de la cour d'appel. Perpétuité pour Dutch, le sanguinaire, qui n'a, aux grandes dames de Van Nat, jamais accepté une once de responsabilité. Dernière lâcheté à la vérité tant souhaitée. Qu'aurait-il pensé de cet emprisonnement à vie, lui qui entendait suivre le deuxième procès, qui juge les principaux génocidaires encore en vie? Alors où en sommes-nous maintenant, après 15 ans d'atermoiement?
Pour être un conseiller important du président de la République, il faut accepter certaines formes de discrétion qui ne sont pas valorisantes. Les hommes de l'Élysée, tout de suite. Ils sont maires de 2 des plus grandes villes du monde, mais leur combat principal est la lutte contre la pauvreté. Londres. Il est musulman, féministe et fils d'immigrés. Sadiq Khan incarne le combat pour l'égalité des chances. Hand to hand, shoulder to shoulder, you and me, together, we can tackle the housing crisis. New York. Il est jeune, démocrate, et il a été soutenu par Hillary Clinton. Bill de Blasio représente l'espoir d'un grand changement. We need to make very serious progressive change and move away from Bloomberg-era policies. On vit dans une société capitaliste centrée sur le marché. Utilisons le marché pour construire des logements sociaux. Spécial Les maires et leurs villes, mardi à partir de 20h45 sur Toute l'Histoire. Les Cahiers de Sciences et Vie vous plongent au cœur de l'histoire des civilisations. Un thème exploré d'hier à aujourd'hui. Les dernières découvertes, des reportages, des enquêtes approfondies. Les Cahiers de Sciences et Vie, le magazine d'histoire des civilisations.